Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition en cette soirée du mercredi 1er octobre 2025. Dans les actualités de ce jour, les MONAT, composés de l'armée, de la police et de la gendarmerie, a publié une déclaration commune à la suite des événements survenus hier. Nous allons suivre dans ce reportage la teneur de cette déclaration. Face aux événements survenus le mardi 30 septembre 2025, affectant l'ordre public, les forces de l'ordre regroupées au sein de l'EMONAT a publié la déclaration suivante. Des manifestants ont organisé des mouvements dans plusieurs grandes villes, y compris Antananarivo. Bien que la liberté d'expression soit respectée et garantie, il est constaté d'importants dégâts matériels, notamment l'incendie d'une partie du jardin d'Amouizatouv, acte attribué à des individus ayant profité du mouvement. Dans un état de droit comme Madagascar, la liberté d'expression ne signifie pas anarchie. C'est la raison pour laquelle les MONAT se positionnent fermement pour faire respecter les lois en vigueur dans l'intérêt de tous. Les MONAT prennent des mesures strictes afin que la population puisse poursuivre sereinement ses activités économiques, professionnelles et quotidiennes. Les infrastructures et les secteurs économiques susceptibles d'être pris pour cible par des actes de vandalisme ou de pillage seront protégés. Chaque citoyen engagé pour le développement du pays est invité à respecter l'ordre public et à exprimer ses opinions de manière pacifique dans les lieux prévus à cet effet afin d'éviter toute exploitation du mouvement à des fins de violence ou de destruction. Le non-respect des lois et des consignes en vigueur conduit à des troubles susceptibles d'occasionner des pertes et constitue un frein au développement. Les MONAT appellent tous les compatriotes à suivre rigoureusement les mesures et l'organisation mise en place, à affronter la vie quotidienne avec sérénité et à ne pas se laisser entraîner dans la violence. Poursuivant dans ce même sujet, un coup d'État n'est pas une solution pour le pays selon les propos du gouverneur de la région Bouéne, Mokhtar Ndjiatoumang, qui s'est exprimé face à la situation actuelle du pays. Il a déclaré que Madagascar ne pourrait plus supporter une nouvelle crise, notamment après les épreuves successives que le pays a traversées, comme la pandémie de Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine. Reportage signé Ania Martina. Le gouverneur de la région Bouéne, Mokhtar Ndjiatoumang, a appelé aujourd'hui l'ensemble des citoyens, et en particulier la population de Mahajang, à faire preuve de recul et de discernement face à la situation. Selon lui, un coup d'État n'est pas une solution et ne profitera à personne. Au contraire, cela ne ferait qu'aggraver l'économie nationale, déjà fragilisée, ainsi que l'aspect social du pays. Il a également rappelé que le président de la République a déjà engagé un processus de dissolution du gouvernement. Il a mis en garde contre la propagation d'idées erronées visant à détruire la nation. Mahajang, la capitale de la région Bouéne, est actuellement le théâtre de manifestations d'étudiants et la ville a d'ailleurs été victime de pillages le 27 septembre dernier. Ensuite, 3 gendarmes ont été victimes d'une intoxication alimentaire vendredi dernier alors qu'ils étaient en service. Ils ont mangé dans un gargote et ont tous présenté par la suite les mêmes symptômes, difficultés respiratoires et vertiges. 2 d'entre eux n'ont pas survécu, tandis que le 3e poursuit actuellement d'un soin à l'hôpital militaire de Souavnanjin. Reportage de Mirvoulatsfera. 3 gendarmes ont été victimes d'une intoxication alimentaire vendredi dernier après avoir accompli leur mission à Nalakeli. 2 sont décédés, tandis qu'un autre est encore sous traitement à l'hôpital militaire de Souavnanjin. Il a été rapporté qu'il avait consommé des plats achetés aux alentours du parvis d'Analakeli durant leur service. L'intoxication alimentaire est fortement suspectée du fait que tous ont présenté les mêmes signes avant leur décès, notamment des vertiges et des difficultés respiratoires. Une enquête est en cours sur cette affaire et le président du Sénat, le général Richard Ravalmanen, accompagné de ses collaborateurs, s'est rendu à l'hôpital militaire hier pour présenter ses condoléances et apporter son soutien aux familles des victimes. L'un des gendarmes décédés était issu de la 70e promotion de l'école de la gendarmerie nationale d'Imboucht, une promotion dont le général Ravalmanen était le parrain. Le président du Sénat a également lancé un appel à tous les citoyens malagasy afin qu'ils préservent les valeurs fondamentales de la société malagasy et évitent toute destruction d'entreprises ou de biens privés, même en cas de divergence politique.
Et lundi dernier, un élève officier malaga, Sirazafi Njakout Willy Julien, est décédé à l'hôpital militaire de Meknes au Maroc. Il était étudiant en première année à l'Académie royale de Meknes où il était arrivé le 12 septembre 2025. Il avait été admis à l'hôpital de Meknes le 28 septembre pour y recevoir des soins, puis transféré dès le lendemain dans un autre établissement hospitalier. Les circonstances exactes de son décès, notamment l'heure et la cause, ne sont pas encore connues et une autopsie est actuellement en cours. Dans un tout autre sujet, aucun changement n'a été constaté sur les prix du carburant dans les stations-service. Aujourd'hui, le litre d'essence reste fixé à 5090 arrières, tandis que celui du gasoil est maintenu à 4530 arrières. L'approvisionnement en carburant se poursuit normalement dans ces stations et l'OMH a confirmé à la fin du mois de septembre que les réserves de carburant de Madagascar demeurent suffisantes. Et au cours des 10 dernières années, Madagascar a connu 61 événements majeurs liés aux cyclones et aux inondations. Plus d'un tiers de ces catastrophes ont touché la région Atsinanen et c'est dans ce contexte que le plan de contingence régionale a été mis à jour pour cette région. Plus de détails avec Fangesene Mireille. Entre 2014 et 2025, Madagascar a connu 61 événements majeurs liés aux cyclones et aux inondations, causant près de 800 décès et touchant plus de 2,36 millions de personnes. Durant cette même période, la région Atsinanen a été touchée par 22 de ces catastrophes, causant 51 décès et plus de 117 000 sinistrés. Ces chiffres alarmants soulignent l'importance d'une meilleure préparation face aux risques. Ainsi, la région Atsinanen vient de mettre à jour son plan de contingence régionale pour mieux faire face aux catastrophes naturelles, notamment les cyclones et les inondations. L'atelier qui s'est tenu récemment à Mahanour, un district fortement exposé, avait pour objectif de renforcer la coordination et la réactivité des acteurs locaux avant, pendant et après les catastrophes. Les recommandations issues de l'atelier seront compilées dans un document de référence pour guider les actions futures à tous les niveaux de responsabilité. Et les conditions météorologiques sur l'ensemble de l'île seront globalement instables pour les 3 prochains jours. Une baisse de température est attendue sur presque tout le territoire selon le service météorologique. Un fort potentiel d'averses orageuses est prévu dans plusieurs régions de l'île au cours de cette semaine jusqu'au 5 octobre 2025. Les températures matinales varieront entre 12 et 26 degrés Celsius, tandis que les températures de l'après-midi sont prévues entre 25 et 39 degrés Celsius. En ce qui concerne les actualités sportives, 7 joueurs issus des Barrières Chan ont été convoqués par le sélectionneur corentin pour rejoindre l'équipe nationale A. Les Barrières A ont vu des 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ces 2 dernières journées de la phase de groupe auront lieu ce mois d'octobre. À cet effet, le sélectionneur corentin vient de publier la liste officielle des joueurs qui composeront l'équipe nationale Barré de Madagascar. Le sélectionneur de l'équipe nationale de Madagascar, Corentin, a dévoilé aujourd'hui la liste des joueurs convoqués pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi les joueurs appelés, on retrouve 7 joueurs issus des Barrières Chan. Certains d'entre eux avaient déjà participé au dernier regroupement du mois de septembre, mais pour cette fois, un nouveau visage fait son apparition, notamment Fenouasn, attaquant phare des Barrières Chan. Voici donc la composition des Barrières A. Gardien de but, Michel Ramadipsou, Zakanirin Rakutasmoul, Gordon Dupire. Défenseurs, Sandro Trémollet, Eshan Kari, Andy Pelmar, Tony Rangiamanampsou, Morgan Jean-Pierre, Ryan Ponti, Nicolas Rangiamanampsou, Radnien Arabimanansou. Milieu, Marco Ilemaarch, Mamsou Rakoutsan, Clément Couturier, Ryan Ravelson, Lalen Rafan Mezansou et Joanne Nenzi. Attaquant, Tommy Yves, Arnaud Rangianantenain, Ndi Varakoutoir Malal, El Adari Rairnien, Warren Kadi, Brian Adinain et Fenouas Narazafmar. Le 9e journée est prévue le 8 octobre contre les Comores et 10e journée le 12 octobre contre Mali.
Ensuite, l'association des clubs de football élite de Madagascar, ou CFEM, prendra une nouvelle fois en main l'organisation du championnat national de première division de football pour la saison 2025-2026. D'après les informations, le PFL devrait débuter à la fin du mois d'octobre. Les détails toujours avec Anzar Razanville. L'Association des clubs football élite de Madagascar, ou CFEM, a confirmé qu'elle a de nouveau obtenu la confiance de la Fédération malagache de football pour organiser le championnat de première division, ou PFL, pour la saison 2025-2026. Durant les années précédentes, où le CFEM a été l'organisateur de cette compétition nationale, le football malagache en a tiré des bénéfices, notamment en ce qui concerne l'équipe nationale Chan, composée uniquement de joueurs locaux. Grâce aux efforts fournis par les clubs professionnels du pays, Madagascar s'est régulièrement hissé parmi les 3 meilleures équipes africaines lors du Chan. Le CFEM affiche des objectifs encore plus ambitieux, notamment de remporter le titre dans 2 ans. Pour y parvenir, il prévoit de rehausser le niveau du championnat PFL et d'améliorer les récompenses attribuées aux clubs champions. Le CFEM lance également un appel à tous les partenaires potentiels pour soutenir ce championnat national, affirmant que le développement du football ne peut pas reposer uniquement sur les clubs. Enfin, le CFEM a indiqué que l'organisation de la saison 2025-2026 est déjà en cours et que le lancement officiel du PFL est prévu d'ici la fin du mois d'octobre 2025. Place maintenant aux actualités internationales. Destination la RDC. L'ex-président de la République démocratique de Congo, Joseph Kabila, a été condamné à mort mardi 30 septembre au terme d'un procès par contumace pour trahison et crimes de guerre devant la justice militaire du pays où il ne réside plus depuis 2 ans. France 24. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État congolais est condamné par la justice. Joseph Kabila a été reconnu coupable de crimes de guerre, viol, torture, complot ou encore trahison. Alors dans son jugement, lu pendant près de 4 heures, la haute cour militaire de Kinshasa estime que Joseph Kabila est en intelligence avec le Rwanda et qu'il est le véritable chef du groupe rebelle AFC M23. L'ancien chef d'État est condamné à la peine de mort et a versé plus de 30 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État congolais et aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est la première fois également qu'un ancien président de la République se trouve en conflit avec les intérêts de la République. C'est pour cela qu'il fallait donner à la population congolaise, au peuple congolais, le sentiment qu'aucune impunité ne sera plus tolérée dans ce pays. Il n'y a pas de désir de vengeance parce que le jugement répressif poursuit et doit être appliqué par celui qui est reconnu coupable. Et donc, il n'y a pas d'autre coupable à ma connaissance. Mobutu ne s'était pas mis dans la posture de Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila ne s'était pas mis dans cette posture. Beaucoup d'autres. Il est le premier à avoir été indigne de sa qualité d'ancien président de la République. Tout au long de ce procès qui a commencé il y a tout juste 2 mois, le banc des accusés est resté vide. Joseph Kabila n'a pas comparu. Il n'y avait aucun avocat de la défense. Son entourage a qualifié le procès de comédie. Alors les magistrats militaires ont ordonné l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. L'ancien président qui a dirigé le pays de 2001 à 2019 est en exil depuis 2 ans. Les avocats ont affirmé qu'un mandat d'arrêt international pourrait être émis contre lui. Ensuite, les États-Unis sont entrés mercredi 1er octobre en période de paralysie budgétaire, le shutdown, avec pour conséquence le gel d'une partie de l'administration fédérale, sans aucune solution en vue dans l'immédiat au Congrès entre les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate. Reportage signé France 24. Un dernier vote n'aura pas suffi à l'éviter. Depuis minuit ce mercredi, les États-Unis vivent le shutdown, la paralysie budgétaire. Le budget n'a pas réuni les 60 voix sur 100 nécessaires pour être adopté, faute d'accord entre démocrates et républicains. Conséquence immédiate, environ 750 000 fonctionnaires fédéraux se retrouvent au chômage technique. Des administrations, des musées et des parcs nationaux restent fermés. Les 2 camps se renvoient à la responsabilité. Nous n'avons pas demandé aux démocrates d'accepter de nouvelles politiques républicaines. Nous n'avons pas ajouté de mesures partisanes.
Nous avons simplement demandé aux démocrates de prolonger les niveaux de financement actuels. Et les démocrates du Sénat ont dit non. Pourquoi? Parce que les groupes d'intérêt de l'extrême gauche et les élus démocrates d'extrême gauche voulaient une confrontation avec le président. Les démocrates demandent notamment le rétablissement de dépenses de santé de l'Obamacare coupées par les républicains. Malgré les négociations, ces derniers refusent, arguant que ce sont des aides pour les immigrés illégaux. Faux, répondent leurs opposants. Les immigrants sans papier ne bénéficient pas d'assurance santé fédérale. Point final. Ils mentent. Et pourquoi mentent-ils? Parce qu'ils savent à quel point leur position sur les soins de santé est impopulaire. Et ils devraient se taire. Seuls 3 démocrates ont basculé leur vote en faveur du budget. Il en manque 5. Traditionnellement évité, le dernier shutdown remonte à décembre 2018. Il avait duré 35 jours. Et une cargaison d'armes à destination d'Israël a été bloquée la semaine dernière dans le port de Ravenne. Le transit d'armes à l'État hébreu fait débat en Italie. De nombreuses manifestations ont lieu pour en demander l'arrêt. France 4. Dans le nord de la péninsule, le port de Ravenne est devenu il y a quelques jours le théâtre d'un blocage pour empêcher que des armes prennent la mer direction Israël. À l'origine de l'initiative, des travailleurs portuaires qui ont dénoncé le contenu de 2 containers qui devaient transiter sur ce port. On s'est rendu compte que ces containers portaient la classification de risque 1.4S, qui fait référence à la classification internationale des explosifs. À ce point, nous avons trouvé cela suspect. Aussi car la destination de ces containers était Haïfa. Prévenu, la mairie, actionnaire du terminal concerné, écrit à l'opérateur pour bloquer le transit avant que les containers soient chargés à bord du navire. Je ne veux pas que notre port se rende complice du massacre en cours à Gaza. Il y a eu trop d'assassinats, trop de massacres de civils innocents. On sait bien que ce blocage ne mettra pas fin au conflit, mais chaque geste peut donner un signal et mobiliser l'opinion publique occidentale. Ce n'est pas le premier épisode du genre ici. En juin dernier, des munitions venues d'Autriche avaient quitté Ravenne pour Israël. Ce matin-là, les travailleurs du port reçoivent la visite de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, venue témoigner son soutien. Ce qu'ils font, c'est ce que tout individu avec un fond d'humanité et de conscience devrait faire. Les institutions ne font rien pour prévenir ce génocide. Qu'elle soit nationale, régionale ou locale, elle continue d'alimenter ce trafic d'armes vers Israël. Devant la mairie de Ravenne, des manifestants dénoncent l'ambiguïté du gouvernement. La loi italienne interdit formellement la vente d'armes à des pays qui violent les lois internationales. L'Italie a bien suspendu les ventes d'armes à Israël, mais laisse transiter celles produites dans d'autres pays européens. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.